Chanel, c'est un nom qui évoque tout de suite le luxe, l'élégance à la française. Mais en réalité, c'est bien plus qu'une simple marque. C'est un véritable phénomène culturel, une histoire qui est en fait indissociable de celle de sa fondatrice. Une femme qui a littéralement révolutionné la mode et surtout qui a libéré le corps des femmes. Alors comment cette icône est-elle née? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et tout part de là, de cette phrase. Pour être irremplaçable, il faut être différente. Ce n'est pas juste une jolie citation, non. C'est vraiment l'ADN de la maison Chanel. C'est cet esprit rebelle, cette volonté d'être unique, qui a permis à Gabrielle Chanel de bâtir son empire. C'est une philosophie qui, encore aujourd'hui, est au cœur de tout. Alors, premier chapitre, Gabrielle, l'insoumise. On va parler de son parcours, de l'orphelinat jusqu'à la fameuse rue Cambon. Parce que pour comprendre la créatrice, il faut d'abord comprendre la femme. Et on va voir comment une enfance vraiment difficile, marquée par la pauvreté, l'abandon, a pu forger un caractère aussi trempé, un caractère qui l'a littéralement propulsé de l'ombre à la lumière. Son parcours c'est un vrai roman. On parle d'une naissance en 1883 dans une grande pauvreté. Suite au décès de sa mère, elle est placée à l'orphelinat d'Aubazine. C'est là, dans la rigueur du couvent, qu'elle apprend les bases de la couture. Plus tard, pour s'en sortir, elle tente sa chance comme chanteuse de cabaret. C'est à ce moment-là qu'on lui donne ce surnom qui va lui coller à la peau, Coco. Et puis, le tournant, le vrai. En 1910, elle ouvre sa toute première boutique de chapeaux à Paris. C'est un projet rendu possible grâce au soutien financier d'un homme qui a été crucial dans sa vie. L'amour de sa vie même, Boy Capel. Et c'est là que tout bascule. On entre dans la révolution Chanel, la création des codes d'un nouveau style. Parce que ce que Chanel propose, ce n'est pas juste une question d'esthétique, c'est bien plus profond. C'est une révolution sociale. Son objectif, c'est de libérer les femmes, de les libérer des contraintes physiques, mais aussi sociales, de la mode de son temps. Et son innovation majeure, la plus fondamentale, c'est quoi? C'est la silhouette libérée. C'en était fini du corset qui étouffait les femmes. Elle impose des lignes fluides, des vêtements qui sont à la fois chics, mais aussi confortables. Des vêtements qui permettent de bouger et de vivre. On est vraiment face à une rupture totale, radicale, avec la mode ultra contraignante de la Belle Époque. Et pour ça, elle va piocher là où personne n'aurait osé avant elle. Elle prend le jersey, un tissu qu'on utilisait pour les sous-vêtements masculins, et elle en fait des robes. Elle s'inspire des marins pour populariser la marinière. Et surtout, elle impose le pantalon pour les femmes, un vrai scandale à l'époque. Elle va même jusqu'à encourager les cheveux courts. Elle prend du tweed, elle invente les bijoux fantaisie. En fait, elle pioche dans le vestiaire masculin pour donner aux femmes une nouvelle liberté, une nouvelle allure. Et le plus fou, c'est que tous ces codes sont devenus des classiques absolus. Et puis, en 1926, le coup de maître absolu, la petite robe noire. Il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, le noir, c'est la couleur du deuil. Point. Personne n'aurait imaginé en faire une tenue de soirée. Eh bien, elle si. Elle transforme cette couleur en symbole ultime du chic. Elle en fait la pièce essentielle, l'uniforme de la femme élégante. Une véritable révolution. Et bien sûr, comment ne pas parler du numéro 5? C'est tout simplement le parfum le plus célèbre du monde. L'histoire raconte qu'elle aurait choisi l'échantillon numéro 5 présenté par le parfumeur Ernest Beau. Mais la vraie révolution, elle est ailleurs. C'est l'un des premiers parfums à utiliser massivement des ingrédients de synthèse, les aldéhydes. Elle voulait un parfum qui soit artificiel, disait-elle, un parfum qui soit composé, construit, comme une robe. Mais voilà, l'histoire de Chanel n'est pas un long fleuve tranquille, loin de là. On aborde maintenant une période beaucoup plus complexe, les ombres et son retour triomphal. On va parler de la guerre, de son exil et de sa renaissance. Parce que le contraste est absolument saisissant. Imaginez, juste avant 1939, sa maison de couture est un véritable empire qui emploie 4000 ouvrières. Et puis, la guerre éclate. Et là, décision choc, elle ferme tout. Elle met la clé sous la porte de sa maison de couture et ne garde que les parfums. C'est à ce moment-là que s'ouvre une page beaucoup plus sombre de sa vie. Pendant l'occupation, elle vit à l'hôtel Ritz, qui est alors le quartier général de hauts dignitaires allemands, et elle a une liaison avec l'un d'entre eux. Ce sont des choix qui feront évidemment polémique et qui, à la Libération, la conduiront à s'exiler en Suisse pendant une dizaine d'années. Et alors qu'on la croyait finie, en 1954, elle fait son grand retour. Elle a 71 ans. Mais qu'est-ce qui la pousse à revenir? Eh bien, c'est une sorte de colère, de dégoût pour la mode de l'époque, incarnée par le New Look de Christian Dior. Ses tailles de guêpe, ses corsets, pour elle, c'est un retour en arrière. Une nouvelle prison pour les femmes. Et ça, c'est inacceptable. Et contre toute attente, ce retour est un succès foudroyant. C'est à ce moment-là qu'elle va créer ce qu'on peut appeler sa deuxième vague d'icônes. Le fameux, l'indémodable tailleur en tweed. Le sac matelassé,
le 2.55, créé en février 1955, d'où son nom. Et puis les souliers bicolores, avec le bout noir pour affiner le pied et la couleur beige pour allonger la jambe. Bref, des pièces qui, aujourd'hui encore, sont des symboles absolus de la maison. Après la mort de Coco Chanel en 1971, la maison perd de son élan. Elle s'endort un peu, elle devient une belle endormie. Et pour la réveiller, il fallait quelqu'un d'exceptionnel. C'est là qu'entre en scène le fameux Kaiser de la mode, Karl Lagerfeld. Lagerfeld arrive en 1983 et comme il le dit lui-même, on lui donne une liberté totale. C'est une carte blanche. Et c'est justement cette liberté qui va lui permettre de réussir là où beaucoup auraient échoué. Sa mission, ressusciter Chanel, tout simplement. Et son coup de génie, c'est de ne surtout pas effacer le passé. Au contraire, il va prendre tous les codes de Chanel, le tweed, les perles, la chaîne, le double C, et il va les réinterpréter, les secouer, les twister, avec une énergie folle, parfois avec un peu d'irrévérence, pour les rendre désirables pour une toute nouvelle génération. C'est ça, les codes réinventés. Et avec Karl Lagerfeld, le défilé de mode change complètement de dimension. Ce ne sont plus de simples présentations, ce sont des spectacles planétaires. Il a transformé le Grand Palais à Paris en à peu près tout ce qui est imaginable, un supermarché géant, une base de lancement pour une fusée, une plage avec du vrai sable et de vraies vagues, des moments inoubliables, des shows absolument spectaculaires qui ont redéfini ce qu'était un défilé de mode. Alors, pour finir, penchons-nous sur ce qu'est Chanel aujourd'hui, un véritable empire indépendant. Quel est son héritage et quel est son futur ? Eh bien, l'un des points absolument clés pour comprendre Chanel, c'est son indépendance. C'est l'une des toutes dernières grandes maisons à ne pas appartenir à un grand groupe de luxe comme LVMH ou Kering. Elle reste une entreprise privée, familiale, et ça change tout. Ça lui donne une liberté créative et une vision à long terme qui sont devenues extrêmement rares. Et cette indépendance, elle s'appuie sur une santé financière insolente, on peut le dire. Quelques chiffres pour 2023, on parle d'un chiffre d'affaires de près de 20 milliards de dollars. C'est juste colossal. Ça donne une idée de la puissance et de l'influence de la maison sur le marché mondial. La question de la succession créative est donc cruciale. Après Karl Lagerfeld, c'est son bras droit de toujours, Virginie Viard, qui a pris la relève. Elle a continué à faire vivre cet héritage pendant plusieurs années, avant qu'un nouveau chapitre ne s'ouvre. Mais au fond, la mission reste inchangée. Comment faire évoluer Chanel sans jamais trahir l'esprit de Gabrielle ? Finalement, la vraie question, c'est celle-ci. Chanel, est-ce plus qu'une marque ? Est-ce une légende ? Quand on y pense, comment une jeune fille issue d'un milieu si modeste, une orpheline, a-t-elle pu bâtir de ses propres mains un symbole aussi puissant, un synonyme éternel d'élégance, de modernité et d'indépendance ? Et c'est peut-être ça, finalement, le plus grand secret et la plus grande force de la légende Chanel.